Bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez? Oh, c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Bien, nous allons commencer. Il y a bien sûr des gens qui vont arriver au fur et à mesure, tant pis. Essayez éventuellement de vous serrer pour que les gens qui sont un peu en retard puissent s'intercaler sans vous déranger au fur et à mesure de la plénière. Je suis très très contente que vous soyez si nombreux cette année, c'est un véritable plaisir. Euh, Bonsoir. Voilà. Je reprendrai 30 secondes la parole pour la conclusion. En attendant, nous allons laisser la place aux différents intervenants de cette table ronde. Vous allez voir, la recherche, la thèse, c'est comme Alibaba. On n'imagine même pas tout ce que ça peut être. Voici, en matière d'introduction, Monsieur Pascal Bonnet et Madame Geneviève Gutem. C'est bon. Oui, ça fonctionne. Je reste ici. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais passer tout de suite sur la diapo d'après. Bien, donc je m'appelle Pascal Bonnet, je suis vice-président recherche de l'Université d'Orléans. Et c'est un vrai plaisir de voir autant de monde dans la salle ce soir, puisque normalement, enfin potentiellement, vous êtes les prochains doctorantes et doctorants de l'Université d'Orléans. Et donc, si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez sans doute quelques questions sur la thèse, sur le doctorat. Et l'objectif de cette soirée avant-thèse, c'est d'essayer de répondre à vos questions, soit à travers les présentations que vous allez entendre tout à l'heure, ou soit lors des tables rondes qui seront effectuées tout à l'heure, et peut-être qu'on va vous expliquer un petit peu l'organisation de ces tables rondes. Donc, avant de continuer, je voulais remercier la DOIP, la Direction de l'orientation et de l'insertion professionnelle, et le pôle RED, le pôle recherche et études doctorales, pour l'organisation de cette soirée, de façon à ce que ça se passe dans de très bonnes conditions. Merci à vous. Donc, je suis avant tout professeur de chimie dans un laboratoire à l'ICOA, et donc je suis responsable d'une équipe de recherche, et on travaille sur la conception de molécules bioactives, de futurs candidats médicaments, pour à visée thérapeutique ou en cosmétique. Et on fait de la chimie à partir d'outils informatiques, à partir d'ordinateurs, en utilisant des méthodes d'apprentissage, simulation numérique, et puis on fait beaucoup d'analyse de données. Voilà, ça c'est lorsque j'ai un petit peu de temps pour faire de la recherche, en plus de mon poste de VP. Merci. Qu'est-ce qu'une thèse? Alors j'ai appris la définition d'une thèse. La thèse c'est quoi? C'est un travail présenté sous forme d'ouvrage ou publication, exposant une recherche scientifique originale et ses résultats dans un établissement d'enseignement supérieur habilité, tel que l'Université d'Orléans, soumis à soutenance publique devant un jury pour l'obtention du grade de docteur. Voilà, ça c'est la définition de la thèse. On va retrouver certains points. J'ai mis à droite un Wordle qui correspond en fait à des mots-clés qui pour moi sont essentiels dans le déroulé d'une thèse. Donc on va retrouver des mots-clés qui sont structurels, comme par exemple l'université, le laboratoire dans lequel vous allez effectuer votre thèse. Des points qui sont plus autour de l'environnement, notamment la collaboration, le réseau professionnel, essentiel pour une thèse, l'encadrement donc et notamment votre directeur de thèse. Et puis l'environnement, c'est aussi, je le disais tout à l'heure, les réseaux, les collaborations, et puis quelque chose de plus personnel qui correspond à la passion. Je pense que faire une thèse, c'est être avant tout passionné par la recherche, ça c'est un point important. C'est l'intégrité scientifique, et ça vous allez avoir aussi des formations autour de l'intégrité scientifique pendant votre thèse, et puis la persévérance. Ça aussi c'est important, la thèse c'est 3 ans, dans certains cas ça peut aller jusqu'à 6 ans, et voire un peu plus, tout dépend en fait si vous êtes par exemple étudiant salarié, tout dépend des disciplines. Donc il faut beaucoup de persévérance, ne pas lâcher prise. Donc voilà, j'ai remis et la passion, je l'ai dit, et ça je pense que c'est important. Donc j'ai remis ici quelques mots-clés, et vous allez voir à travers les différentes présentations, vous allez retrouver certains de ces mots-clés. Et donc voilà, je vous souhaite une très bonne soirée, je vais rester parmi vous ce soir, et j'ai passé la parole, je parle ici justement de communication, et c'est le lien avec les sciences, avec et pour la société, et je vais passer la parole justement à Geneviève Gutem.
Merci à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je suis Geneviève Guettem, je suis chargée de mission Sciences et avec la société, on appelle ça SAPS. Et c'est un domaine qui peut paraître complémentaire ou en tout cas accessoire à la recherche, mais il fait partie maintenant de toutes les demandes de financement quand on veut s'engager dans un projet de recherche. Vous allez vous lancer dans une thèse, nous l'espérons, et si vous commencez, donc vous allez choisir un sujet. Ce sujet va vous intéresser parce que sinon vous ne tiendrez pas jusqu'au bout. Comme l'a dit Pascal Bonnet, il faut beaucoup de persévérance. Vous allez choisir aussi un sujet qui intéresse la recherche. L'idée, c'est de la faire un petit peu avancer. Et vous allez aussi choisir un sujet qui intéresse les autres, le grand public, les autres étudiants, etc. Parce que sinon, cette recherche, elle n'aurait, on pourrait dire, aucun impact sur ceux qui vous entourent. En fait, ce volet de Sciences avec la société pose la question de l'engagement des scientifiques dans notre société. Et l'université a pour mission de développer cet engagement et d'accompagner les chercheurs dans cette implication avec le grand public. C'est pas toujours simple, mais si vous lancez voilà, sur ce volet, vous allez pouvoir découvrir des partenaires qui sont à l'université, mais d'autres qui sont aussi à la région, d'autres qui sont dans les domaines éducatifs. Vous allez également découvrir des modalités de recueil, des modalités de fonctionnement pour mettre en place des dispositifs et développer votre propre recherche. Vous allez développer des collaborations, vous allez découvrir des lieux, vous allez peut-être entrer en contact avec des publics que vous ne connaissez pas, vous allez peut-être être amené à communiquer avec des élèves de 3e, vous allez vous engager dans une manifestation pilotée par Centre Sciences et proposer votre recherche lors de la fête de la science. Vous allez peut-être mettre votre recherche sous forme de bande dessinée. Voilà, toutes ces modalités sont offertes à vous. Alors évidemment, il faut être suffisamment au point pour pouvoir la présenter correctement. Ça, vous allez peut-être l'apprendre en présentant votre recherche en 180 secondes. Donc, il y a tout un ensemble de formes qui vont vous permettre de vous lancer dans une communication. Et la communication avec le grand public peut également vous apprendre à avancer dans vos propres réflexions, puisque vous allez voir de quelle façon les autres réagissent à vos postures, à vos résultats. Et nous espérons que ce partenariat, ces échanges combinés vont vous permettre à la fois d'avancer, mais aussi de faire avancer le monde dans lequel nous vivons. Merci. Voilà, maintenant nous allons accueillir Monsieur Suspen et Monsieur Rideau qui vont vous présenter qu'est-ce que c'est que l'école doctorale et tout ce qu'il faut savoir vraiment impérativement avant de se lancer. Merci. Je vous laisse la main sur l'ordre. Ouais. Oui, très bien. Ok. Voilà. Bon. Oui, vous allez vous lancer dans une thèse et nous l'espérons, comme ça a été dit. Et les thèses se font dans des environnements, les laboratoires, bien sûr. Monsieur Pascal Bonnet en a parlé déjà. Et ces laboratoires sont regroupés eux-mêmes dans des ensembles un peu plus vastes
qui sont les écoles doctorales. Nous sommes tous, au titre de nos fonctions, insérés dans des laboratoires qui relèvent de ces études doctorales. Pour ma part, je suis professeur d'histoire ancienne. Et avec quelques lignes de présentation de mes travaux, j'ai commencé par faire de l'histoire politique, puis de l'histoire politique et monétaire, et maintenant je m'occupe beaucoup de monnaie surtout, et de monnaie qui m'amène à travailler avec des collègues de sciences plus expérimentales, des chimistes. On fait une véritable interdisciplinarité. Et tout ça vous renvoie en fait, au fait que pour travailler, pour faire de la recherche, il faut avoir un environnement. Mais cet environnement, c'est ça, ce sont tous vos collègues, ce sont tous les gens qui vous encadrent. Et ces gens qui vous encadrent sont donc dans des laboratoires où se font la recherche, et les laboratoires, comme je vous le disais, sont insérés eux-mêmes dans des écoles doctorales, lesquelles sont communes à nos établissements régionaux, c'est-à-dire, il faut que j'appuie sur le... Non, c'est toi, la slide d'après. Okay. Ah oui, d'accord, tu reviendras sur tes... D'accord, sur ta propre présentation. Lesquelles sont communes, nos écoles doctorales qui donc regroupent tous nos laboratoires, sont communes aux établissements de recherche de la région, c'est-à-dire les universités d'Orléans, de Tours et puis l'INSA. Alors ça paraît un peu technique et bureaucratique comme ça, mais vous avez un environnement pour vous accueillir. Vous n'allez pas pouvoir faire de la recherche tout seul. Et c'est important de savoir qu'il y a toutes ces structures. Et ces structures sont chapeautées par un collège doctoral qui essaie de les faire fonctionner ensemble et de les assister dans leur mission, qui est de produire de la connaissance et de faire des découvertes. Voilà, le collège doctoral a un site auquel vous pouvez vous reporter et qui vous servira pour vos inscriptions, pour avoir des renseignements. N'hésitez pas à le fréquenter, ce site, où vous y trouvez les documents nécessaires. Pour les écoles doctorales qui sont ici sur la slide, vous en avez 5. Je ne vais pas vous les lire, vous les lisez aussi bien que moi sur le tableau. Les directeurs sont ici dans la salle pour l'essentiel. Et vous voyez qu'elles sont réparties thématiquement. Hein, voilà. Et naturellement, chacune a sa culture. Il y a un fort degré d'homogénéité aussi, parce que nous sommes tous universitaires, nous faisons tous de la recherche, mais chacune de ces écoles doctorales a sa culture et ses spécificités. Et vous allez voir que faire une thèse, c'est aussi approfondir cette culture scientifique avec ses spécificités en fonction des disciplines. C'est pour ça que c'est vraiment une aventure, la thèse, c'est une aventure de découverte, et c'est aussi se familiariser avec un environnement, avec des pratiques et avec des savoirs qui sont passionnants et qui se conquièrent et s'acquièrent en collaboration. Voilà. Et toutes ces structures que je viens de vous présenter, qui ont l'air un peu anonymes comme ça, c'est des gens derrière, bien sûr, c'est des chercheurs. Et c'est avec tous ces collègues et tous ces encadrants, tous ces intervenants qu'on fait une recherche qui est à la fois productive et puis épanouissante pour vous. Et c'est ça l'idéal. Gaël, je te laisse le micro pour la suite. Merci beaucoup. Donc moi, je suis, juste pour que vous ayez le nom, donc je suis Gaël Rideau, donc je suis là au titre de la direction de l'école doctorale, mais donc comme mes collègues, quand j'ai le temps, je fais aussi de la recherche, hein, donc c'est pour dire qu'on a tous cette double casquette. Donc là, vous avez un certain nombre de thématiques, c'est pour montrer aussi la diversité qui est la nôtre au sein de l'université, hein, dans tout ce que vous allez entendre là tout à l'heure, et puis éventuellement dans les tables rondes. C'est aussi la force de notre université, c'est cette pluridisciplinarité, cette diversité, hein, donc dans tous les domaines. Donc moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, ce que cette structure, un peu les écoles doctorales, le collège doctoral, la question des laboratoires, c'est en fait, ça doit vous alerter sur le fait que faire une thèse, c'est aussi un passage différent par rapport au master. On passe dans une autre logique que celle du master, hein. Donc ça me paraît très important. On aura l'occasion d'y revenir dans les différentes tables rondes. Et ça veut dire aussi que, pour moi, il me semble que le mot important pour vous, c'est que en fait, la thèse, c'est un véritable projet, un projet personnel et professionnel. C'est pas qu'une simple, quand je dis ça, c'est pas péjoratif, c'est pas qu'une simple poursuite d'études, mais c'est le passage à autre chose avec un projet. Et donc, ça veut dire que pour passer en thèse, il y a tout un ensemble de questions auxquelles il faut répondre, si vous voulez, que vous avez pour certaines et certains d'entre vous, parce qu'on a eu déjà des questions qui étaient posées en amont qui allaient dans ce sens-là, mais il y a les questions donc de l'inscription, du financement. Je ne vais pas détailler ça tout de suite parce qu'en fait, ces éléments-là, ce sont des questions que vous allez toutes et tous vous poser, mais auxquelles les réponses vont être différentes selon les disciplines, selon vos parcours, M. Bonnet l'a dit tout à l'heure, si vous êtes salarié ou pas,
Et donc, je pense sincèrement que ces questions-là, il faut vraiment que vous les abordiez dans les tables rondes de tout à l'heure. Il faut vraiment les aborder. Et les questions, par exemple, c'est, telles que vous avez posées, comment on trouve un directeur de thèse? Comment on trouve un sujet? Tout à l'heure, n'hésitez pas à poser ces questions-là. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas de questions bêtes. C'est des questions qui sont fondamentales et auxquelles les réponses vont être très diversifiées. Donc, moi, il me semble que ce que je voudrais que vous reteniez, c'est vraiment cette dimension 1 de projet et 2, en fait aussi d'éléments personnels. C'est-à-dire que ça a été dit, par exemple, dans le rapport Sciences et Société, faire une thèse, c'est aussi se construire un parcours de recherche en collaboration avec un directeur, avec une équipe, avec un laboratoire, avec un environnement, avec des réseaux. C'est aussi toute cette dimension. Et puis, dernier point là-dessus, c'est aussi penser à l'après. Parce que faire une thèse, pourquoi on fait une thèse? Ça, c'est une question dans le projet qui est fondamentale. Et l'un des éléments, c'est bien sûr, je l'espère, votre projet, c'est l'insertion, c'est poursuivre dans des carrières qui peuvent être dans les domaines de la recherche, de l'enseignement et de la recherche, ou qui peuvent être dans d'autres domaines. Et ça fait partie de votre projet dès aujourd'hui. Il ne faut pas hésiter à en parler à votre direction de thèse, c'est même impératif, parce qu'un sujet, une collaboration par exemple pour une bourse CIFRE avec une entreprise, tout ça, ça se construit aujourd'hui, si vous voulez, dans l'optique de qu'est-ce qu'on va faire derrière. Donc c'est vraiment cette dimension de projet qui me semble intéressante. Et pour conclure là-dessus, les chiffres ne sont pas toujours actualisés parce que malheureusement, donc la thèse en France doit encore être valorisée en termes de mesures d'insertion. Mais la thèse, ça sert à quelque chose, entre guillemets, en termes d'insertion, en termes d'efficacité d'insertion dans les métiers et dans les niveaux. Donc ça, c'est aussi à prendre en considération. Et puis le dernier point, mais le PowerPoint vous sera avancé, c'est que la thèse, ça s'inscrit dans tout un cadre. Les études doctorales, ça s'inscrit dans tout un cadre. Donc il y a aussi des textes de référence. Et là, nous, on a la chance qu'on a un texte tout nouveau qui vient de sortir. Donc l'arrêté du 26 août 2022. Tout ça pour vous dire qu'il y a une réflexion politique aussi au-delà de tout ce qu'on est, de tout ce qu'on peut vous dire sur la thèse. Et donc, je vous invite aussi à les regarder, pas forcément à tout lire. Mais l'idée, c'est de vous inscrire dans un contexte, qui soit un contexte réglementaire, un contexte de recherche. Tout ça, ça fait partie parce que vous êtes chercheur quand vous faites une thèse, au même titre que nous tous et nous toutes. Voilà. On a juste un avantage sur vous. Je ne sais pas si on a un avantage, on est un peu plus vieux. Voilà. Donc c'est là-dessus que je voulais finir. Donc merci à toutes et à tous et à tout à l'heure pour la table ronde. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis Johan Todinka, je suis professeur d'informatique. J'ai un petit peu plus de temps que d'autres collègues pour faire de la recherche. Voilà, j'essaie d'en profiter. Alors, je fais de la recherche en algorithmique de toutes sortes, un petit peu d'algorithmique quantique dernièrement également. Et peut-être que s'il y a une chose que je vais rappeler par rapport à une thèse, en plus de la passion, de tous ces aspects, c'est qu'une thèse a souvent un volet international important. Parce que, par définition, vous êtes sur des sujets très pointus. Malheureusement, vous ne pouvez pas trouver tous vos collaborateurs sur un rayon de 150 km. Donc, j'espère que pendant vos futures thèses, vous profiterez de cet aspect international. Alors, c'est sûr qu'on évite de circuler trop pour diverses raisons, mais on continue quand même à le faire à un certain degré. On fait de plus en plus d'hybrides. Mais voilà, donc j'espère que vous pourrez profiter pleinement de ces choses, et on essaye aussi de vous organiser un certain nombre de dispositifs. Comme indiqué, je m'occupe d'un projet qui est l'Université européenne Athéna, dont on fait partie, et qui, entre autres, propose pas mal d'écoles, ou des choses qui s'appellent maintenant des Blended Intensive Programs, mais des écoles où les doctorants sont bienvenus pour se former, pour devenir plus pointus sur certains aspects. Voilà, merci. Donc, bonjour à tous, moi je m'appelle Vincente Cardona, je suis doctorante en dernière année de physique, donc c'est ma 3e année, mais plutôt 4e année glissante à cause du Covid, j'ai eu 3 mois supplémentaires.
Et vous en serez très heureux si vous aussi vous les aviez. Donc moi, ma thématique, c'est que je travaille sur les interactions aérodynamiques des débris spatiaux lors de leur entrée dans l'atmosphère. C'est un peu barbare. Tout ça pour dire que j'étudie le comment les débris spatiaux rentrent dans l'atmosphère. Et bon, c'est une thématique qui est plutôt en vogue aujourd'hui, puisqu'on est un peu bouchonné en termes d'orbite spatiale. Et que de toute façon, ils vont retourner sur notre petite planète. Donc voilà, on essaie de comprendre comment tout ça se gère et peut-être que ça nous amènera à des thématiques environnementales, je l'espère. Donc pour en arriver là, comment on fait? On doit passer des entretiens. Et avant de passer des entretiens, on a fait des études. Donc moi, j'ai fait un master en mécanique et ensuite j'ai fait un double diplôme en mécanique des fluides, donc en université. Donc pour les entretiens des embauches pour les thèses, alors il y a différents types et ça va dépendre de votre contrat doctoral. Si par exemple vous êtes embauché par une entreprise, vous allez faire une thèse CIFRE, là vous allez avoir des entretiens d'embauche classiques comme quand vous rentrez en entreprise. Donc vous allez peut-être passer directement d'abord par des entretiens psychologiques et puis ensuite des entretiens un peu plus techniques. Pour ma part, j'ai passé 2 entretiens de thèse. La première était pour un financement de région, donc j'ai dû passer un concours. On était 3 candidats. J'avais une présentation de 20 minutes à réaliser et donc je présentais mon parcours. Également les points, les stages et tout ça que j'ai pu réaliser, parce que c'est des points d'expérience en plus que vous allez marquer par rapport à vos concurrents, si je peux me permettre. Et puis, vous allez également présenter vos pré-recherches sur le sujet pour lequel vous postulez, parce qu'on ne postule pas sur n'importe quel sujet. Et donc, sur ces pré-recherches, vous allez dire, moi, je sais que j'ai travaillé là-dessus. Là, par contre, j'ai des lacunes sur ce sujet ou tel autre sujet. Bien, je vais les mettre en avant plus tard, mais pour le moment, voilà, je fais un plan et je montre vers quoi je vais me diriger. Donc, c'est un petit peu délicat à faire, mais ça se fait plutôt bien. Le deuxième entretien que j'ai passé, c'était un entretien beaucoup plus simple, puisque je connaissais déjà les personnes avec qui j'allais travailler. Et du coup, ils connaissaient déjà mon parcours. Et donc, j'étais aussi en concurrence avec 2 autres candidats. Et pour le coup, là, c'est fait plus sur mon expérience professionnelle, puisque j'avais déjà réalisé 2 stages en recherche expérimentale. Et vu le sujet, j'étais la plus qualifiée pour ça. Donc, à mettre en avant vraiment vos compétences. Alors, autant ce que vous avez appris à l'école, parce qu'on m'a aussi demandé mes bulletins de notes et tout ça, que ce que vous avez appris en stage. Et c'est important aussi d'avoir un parcours, on va dire, qui tient la route, dans le sens où vous n'allez pas prendre un sujet de thèse qui est complètement ailleurs de là où vous voulez aller, en fait. Voilà, bonne chance. Bonjour à tous. Alors moi je m'appelle Pauline Avril, je suis doctorante en 4e année au laboratoire d'économie d'Orléans, donc laboratoire qui est rattaché à la composante DEG de l'Université d'Orléans, donc droit, économie, gestion. Donc moi je travaille spécifiquement sur l'impact des catastrophes naturelles sur l'instabilité financière. Donc je travaille à plusieurs niveaux, au niveau macroéconomique, au niveau microéconomique. Du coup, avant de rentrer en thèse, donc j'ai bien sûr fait un master, donc qui n'était pas à l'Université d'Orléans, mais à l'Université de Clermont-Ferrand, donc un master en économie du développement. Et tout comme la doctorante avant moi, j'ai d'abord fait des stages de recherche. Donc j'ai fait un stage de recherche à l'INRA pour découvrir le milieu académique, qui est un milieu assez spécifique. Mon intervention, moi, je vais me focaliser plus sur comment on choisit son sujet de thèse. Donc pour choisir son sujet de thèse, il y a plusieurs possibilités. Vous pouvez soit postuler sur des sujets qui sont déjà présents sur les sites des écoles doctorales. Donc c'est le site que vous a présenté l'intervenant avant, où vous pouvez voir des sujets proposés avec des professeurs. Donc notamment si vous voulez aller dans des nouvelles universités, donc autres que celles où vous avez fait vos études. Donc vous pouvez trouver votre sujet de thèse comme ça. Vous pouvez aussi vous rapprocher de professeurs qui ont des thématiques de recherche qui vous intéressent. Donc développer avec eux un sujet sur ce qui vous intéresse selon leur thématique de recherche. Donc c'est pour l'économie, donc je parle bien sûr pour l'économie, j'imagine que dans les autres composantes, ça se déroule à peu près de la même manière.
Et donc ensuite, pour les entretiens, c'est exactement ce qu'on vous a présenté avant. Vous passez pour décrocher la bourse avec votre sujet de thèse. Donc voilà, je vais passer la parole à ma collègue. Je peux le garder dans la main. C'est bon comme ça? Vous m'entendez? Ouais. Bonjour à tous, moi je suis Benchora Inessa, donc doctorante en économie au Léo, donc laboratoire d'économie d'Orléans, donc collègue de Pauline. Et moi je suis plus spécialisée dans les risques financiers climatiques, donc à savoir qu'il faut en distinguer deux, le risque physique, donc les catastrophes naturelles comme l'a dit Pauline, et le risque de transition, donc c'est plus particulièrement sur la finance en fait. Et je vais essayer de regarder si on peut changer ou réorienter le comportement des investisseurs vers une économie plus vertueuse et auquel cas comment et quelles sont les solutions pour faire ça. Donc voilà, donc comme Pauline, avant ça j'ai fait un stage de recherche dans mon université. Donc j'étais à Nanterre avant préalablement. Enfin, j'ai fait une licence d'économie à La Réunion, option maths. Ensuite j'ai fait un master à Nanterre en économétrie. Et ensuite j'ai travaillé à la BNP, donc dans le département risque pays, plus côté recherche que opérationnel. Et ça m'a donné un peu le goût de la recherche. Et après j'ai fait un stage de recherche donc à Economix, au laboratoire d'économie de Nanterre. Et la question à laquelle je devais répondre, c'était comment ou conseillerez-vous à un ami de faire une thèse? Alors, je dirais que c'est un peu au cas par cas, dans le sens où une thèse, ça ne s'entreprend pas comme ça, c'est un projet personnel et professionnel. Et moi, personnellement, j'ai fait des stages de recherche au préalable pour vraiment être sûr de vouloir me lancer dans une thèse. C'est quand même 3 ans au minima, donc il faut être sûr de s'engager dans quelque chose qui est relativement long et prenant en temps. Après, personnellement, j'aime énormément la recherche, j'aime bien collaborer, etc. Et quand vous tombez dans un labo aussi dynamique que le nôtre, donc avec des collègues aussi cool que Madame Avril, c'est très bien. Enfin, je ne conseillerais pas à tout le monde dans le sens où si vous n'avez pas le goût pour la recherche, ou si vraiment vous êtes plus du côté opérationnel des choses, non. Après, ça dépend des disciplines, bien évidemment. En économie, c'est comme ça. Mais je dirais plus au cas par cas. Et justement, si vous êtes tous intéressés pour faire une thèse potentielle, n'hésitez pas justement à aller vous informer avant pour faire des stages, etc. dans n'importe quel laboratoire de recherche pour justement être sûr et vous conforter dans cette idée de vouloir faire une thèse après. Bonjour à tous. Donc moi je suis Hélène Benedetti, je suis directrice adjointe d'une école doctorale qui est l'école doctorale SSBCV pour santé, sciences biologiques et chimie du vivant. Il me reste un peu de temps aussi pour faire de la recherche et je suis directrice de recherche au CNRS en biologie moléculaire et cellulaire. Donc en fait, je travaille sur une maladie génétique humaine qui s'appelle la neurofibromatose de type 1, qui se manifeste principalement par le développement de tumeurs à la surface de la peau. Et donc nous recherchons de nouvelles cibles thérapeutiques avec toute l'équipe contre cette maladie qui n'a pas de thérapie efficace pour l'instant, pour lutter contre elle. Et donc, en collaboration avec des équipes de chimistes, nous développons des agents thérapeutiques qui sont dirigés contre les cibles que nous avons identifiées précédemment. Et puis, donc, nous validons ces nouveaux agents thérapeutiques in cellulo et in vivo. Donc, voilà. Alors, en tant que sous-directrice de l'école doctorale SSBCV, je pensais que c'était pas mal de vous parler de l'accompagnement de l'école doctorale au cours de la thèse. Donc, outre organiser le concours de recrutement, les doctorantes précédentes vous en ont parlé, hein, un concours où il y a plusieurs candidats qui est bien, qui se déroule suivant des critères clairs avec donc une sélection en fonction de différents critères. C'est l'école doctorale qui va suivre le déroulement de votre thèse année par année. Donc, en fait, elle va le suivre, ce déroulement,
tout d'abord en se mettant en relation avec les CSI, qui sont des comités de suivi individuel, qui réunissent des spécialistes de votre domaine et un membre extérieur à l'université, et qui vont s'entretenir avec vous, avec votre directeur de thèse toutes les années pour voir la progression et voir si tout va bien. Donc on va être en relation avec eux. Et puis, alors là, ça dépend des écoles doctorales, mais nous, en plus, on va vous rencontrer, le bureau de l'école doctorale, individuellement, toutes les années, pour discuter avec vous, savoir si tout va bien, si vous avez des questions spécifiques à nous poser. Et de toute façon, si vous avez la moindre question à nous poser ou le moindre problème qui survient en dehors de ces périodes de rencontres, on est toujours disponible pour échanger avec vous et pour que vous nous contactiez. Ensuite, l'école doctorale, c'est elle qui propose et qui organise les formations que vous aurez à suivre durant votre thèse, en parallèle de votre thèse. C'est des formations, donc il y a 100 heures de formation qui sont obligatoires. Il y a une formation qui est obligatoire, c'est celle à l'éthique et à l'intégrité, mais les autres, vous pourrez les choisir. Et ce sont des formations qui vont soit vous permettre d'approfondir votre discipline de thèse, soit au contraire de vous d'élargir votre vision. Et donc, ces formations, elles vont être donc soit disciplinaires, soit transversales, pour approfondir donc des domaines liés à votre thèse, découvrir l'entrepreneuriat, les techniques d'enseignement, apprendre, vous perfectionner en anglais, vous initier à la vulgarisation, réfléchir à ce que vous allez faire après votre thèse, etc. L'école doctorale aussi, elle va pouvoir financer certaines mobilités à l'étranger dans le cadre de votre thèse, de courts séjours de 1 semaine à 3 semaines. Et puis, c'est elle qui va valider votre jury de thèse, qui va autoriser la soutenance en fonction si les rapports de vos rapporteurs sont favorables, bien sûr, et puis permettre sa diffusion. Et puis, elle va suivre votre insertion professionnelle, hein, parce que le but de votre thèse, c'est que vous puissiez vous insérer ensuite dans la vie active. Voilà. Bonjour à tous, donc je m'appelle Audrey Cadec, je suis doctorante en chimie à l'ICOA et donc je travaille sur le criblage de molécules d'intérêt biologique dans des extraits de plantes, donc dans l'équipe de chimie analytique de l'ICOA. Pour en arriver là, donc, je vais juste parler brièvement de mon parcours. Donc j'ai fait d'abord un DUT, donc au début c'était études courtes, puis après je me suis orientée en école d'ingénieur et c'est vraiment au fur et à mesure de mes stages que le goût pour la recherche est arrivé et c'est ainsi que j'ai décidé de postuler en thèse et que je suis arrivée du coup en thèse à l'ICOA aujourd'hui. Pour répondre à la question, donc la question qui m'a été posée aujourd'hui, c'est comment s'organisent nos journées, qu'est-ce qu'on fait concrètement au laboratoire. Donc c'est un peu dur de vous dire le matin j'arrive à telle heure et je pars à telle heure. Vraiment il y a très peu de journées type en fait. Ça dépend des périodes de l'année. Comme on vous a dit précédemment, on a aussi des formations à faire. On peut faire de l'enseignement pendant nos 3 années de thèse. Donc c'est mon cas par exemple. Donc j'enseigne durant des TP. Donc ça me prend 64 heures dans l'année, réparties tout au long de l'année. Et évidemment, mes travaux de recherche. Dans le domaine dans lequel je suis, donc la chimie analytique, donc c'est un domaine où oui, on passe du temps à la paillasse, mais pour mon cas, c'est aussi un domaine où on passe beaucoup de temps à retraiter les données accumulées. Donc tout dépendra de vos domaines, tout dépendra de votre organisation aussi. Donc dans beaucoup de domaines, on accumule des données et après, il faut les retraiter. Il faut réussir à les interpréter et il faut savoir quoi en faire et il faut savoir aussi comment les présenter. Donc c'est aussi une grosse partie de notre travail. On n'est pas que toute la journée à faire des manips derrière une paillasse ou je ne sais pas, dans d'autres domaines. Mais c'est vraiment dépendant et pour mon cas en tout cas je peux vous dire que les journées sont très variées
et on ne s'ennuie pas. Donc voilà, merci à vous. Madame Turcu. J'ai peu de voix, mais je vais essayer de faire Bonsoir à tous. J'ai peu de voix, donc je vais essayer de réduire mon temps d'intervention au minimum. Donc, je suis Camélia Turcu, je suis professeure d'économie au laboratoire d'économie d'Orléans. Et je travaille sur des questions de macroéconomie et finances internationales. Je m'intéresse également à l'économie de l'environnement et des ressources. Et je suis en charge d'une des 3 équipes de recherche du LEO. Il s'agit de l'équipe d'économie internationale et développement durable. Au LEO, nous accueillons chaque année de nombreux doctorants provenant de différents pays, différentes universités, comme on l'a vu précédemment, et ayant des objectifs de carrière bien spécifiques. C'est pour cela que nous essayons de comprendre leur perspective de carrière, pourquoi ils s'engagent dans la thèse. On disait tout à l'heure pourquoi on fait une thèse, quels sont les objectifs de carrière qu'on se donne, parce qu'en tout cas en économie, si on veut se destiner à une carrière dans l'académique ou si on veut travailler dans des banques centrales ou institutions internationales, dans des centres de recherche, cela demande également des compétences bien spécifiques, des réseaux bien spécifiques, au-delà du manuscrit de thèse qui arrive à la fin et au-delà de la soutenance. Donc nous travaillons avec nos jeunes dans cette perspective de bien comprendre le monde professionnel qui nous entoure. Et bon, jusqu'à présent, je pense que tout s'est bien passé parce que le taux d'insertion de nos jeunes sur le marché du travail est assez élevé. Donc, je vais arrêter sur ces bons paroles. Et je serais ravie de vous en dire plus lors de la table ronde. Bonsoir à tous. Donc moi c'est Elodie Villalonga, je suis doctorante en 3e année de thèse au Centre de biophysique moléculaire. Donc moi je fais une thèse plutôt orientée biologie puisque je travaille à la mise en évidence d'un mécanisme de régulation de l'activité de certaines protéines, donc les lignes kinases, sur leur substrat, la cophilie. Pourquoi cette thématique ? Parce que les lignes kinases sont impliquées dans un phénomène très important de la vie cellulaire qu'on appelle le remaniement du cytosquelette et qui va vraiment intervenir à tous les niveaux de la vie cellulaire. Et pourquoi essayer de réguler leur activité ? Parce qu'elles sont impliquées dans un certain nombre de pathologies, au titre desquelles le cancer et les maladies neurologiques. Donc c'est une thématique qui est plutôt d'actualité, puisque dans la recherche, on est toujours en train de chercher des nouvelles stratégies thérapeutiques, et ça passe évidemment par comprendre les mécanismes moléculaires qui régulent l'activité de ces protéines et puis d'autres protéines dans la cellule. Alors évidemment, avant de commencer ma thèse, j'ai fait un master, donc j'ai fait le master de l'Université d'Orléans. Et avant ça, j'ai fait la licence de l'Université d'Orléans. Donc je suis un produit local, j'ai fait toutes mes études ici. Au cours de mon master, j'ai également réalisé 2 stages, donc le premier en master 1 et le deuxième en master 2, que j'ai réalisé au Centre de biophysique moléculaire et à l'INEM. Donc pour ceux qui connaissent, c'est sur le campus du CNRS d'Orléans. Et la question qui m'a été posée, c'est, quand j'ai commencé mon master, est-ce que j'avais dans l'idée d'effectuer une thèse ? Alors absolument pas. Quand j'ai commencé mes études de biologie, j'avais absolument pas l'idée de pousser jusqu'à la thèse, pour la simple et bonne raison que je ne pensais pas en avoir les capacités. Et en fait, au fur et à mesure de mes études, je me suis passionnée pour la recherche, je me suis passionnée pour les domaines que j'étudiais. Et en fait, c'est mes stages de master qui m'ont fait prendre conscience que j'avais vraiment envie de travailler dans ce domaine-là. Et c'est les personnes qui m'ont encadrée, qui m'ont fait comprendre que j'avais les capacités de le faire et je pouvais vraiment en fait pousser jusqu'à la thèse. Alors évidemment, faire une thèse, c'est un choix qu'on fait
pour soi, mais c'est un choix qu'il faut qu'on fasse en pleine conscience parce que c'est vraiment quelque chose de difficile, c'est quelque chose de prenant. Ça demande de la patience, de la rigueur, ça demande de faire quelques sacrifices aussi personnels des fois. Mais à titre personnel, je regrette absolument pas d'avoir choisi de faire une thèse. Si c'était à refaire, je le referais sans hésiter. Et je pense que c'est tout bon pour moi. Ouais. Bonsoir à tous, je m'appelle Hector Campos, je suis doctorant en 3e année en métallogénie. Concernant mon projet de thèse, je fais partie d'un projet européen qui s'appelle Auréole, qui travaille sur des sujets à la fois géologiques et environnementaux, sur tout ce qui concerne l'antimoine, l'arsenic, tungstène, mercure et or. Alors, mon projet de thèse, voilà, le nom c'est un peu compliqué. Mais en gros, ce que je fais, je voyage, je pars en Espagne. Voilà, c'est déjà pas mal. Voilà, je pars en Espagne, je vais dans des anciennes mines en Espagne, je prends des échantillons dans les mines et aux alentours des mines, et j'essaye de comprendre quels sont tous les processus et toutes les sources qui sont à l'origine de la formation de tous ces métaux que l'on trouve dans ces mines, afin d'améliorer les processus d'exploration et aussi des processus environnementaux. Donc voilà ce que je fais. Par rapport à mon parcours, donc moi, je fais un bachelor en Colombie. Après, je suis venu en France pour faire mon master. Donc je fais un master en géologie, modélisation, exploration de ressources à l'université de Rennes 1 en Bretagne. J'ai travaillé sur divers sujets en Colombie et ici en France et en Suisse, etc. Et alors la question qui m'a été posée, c'était de quoi faut-il avoir conscience avant de se lancer dans une thèse. Alors pour moi, le plus important, c'est qu'est-ce que ça peut vous apporter pour votre futur et pour vos rêves aussi. Parce qu'il faut savoir qu'il faut faire une chose, il faut faire des choses qu'on aime forcément. C'est pas se lancer juste dans un projet de thèse juste pour faire une thèse, il faut faire une chose que l'on aime, quoi. Donc d'autres choses, est-ce que le sujet qui vous a été proposé vous convient ou pas? Est-ce que le sujet est en lien avec ce que vous avez déjà fait en licence et en master? C'était mon cas, j'ai eu énormément la chance. Donc voilà. Et aussi, qu'est-ce que vous voulez faire après votre thèse? Vous voulez partir sur l'industrie? Vous voulez partir dans un milieu de recherche? Vous voulez partir dans un milieu académique? Est-ce que ce projet de thèse peut vous ouvrir des portes dans les 3 domaines? Bon, ça c'est des choses qu'il faut avoir conscience avant de se lancer dans une thèse. Et voilà. Donc je pense, s'il y aura des questions après, on la table ronde. Donc merci beaucoup. Voilà. C'est très bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, moi je vais vous parler de sujets beaucoup moins visiblement utiles pour la société, puisque je travaille donc sur la narration interactive. Donc pour faire assez simple, je travaille sur la manière dont les récits sont véhiculés dans les jeux vidéo, les livres dont vous êtes le héros, les livres-jeux, ce genre de choses. Et donc j'essaye de voir un peu les différentes manières qu'ont les auteurs de ces œuvres pour raconter des histoires. Et donc là, ce que je vous ai mis comme illustration, c'est une de ces manières, donc, qui sont les différents choix dans les œuvres. Alors, pour éventuellement, s'il y a des connaisseurs parmi vous, il y a tout à droite le premier épisode du jeu vidéo Life is Strange. Au milieu, c'est le livre dont vous êtes le héros, Dofus. Et tout à gauche, c'est une quête de Dragon Age Origins, la quête de Dagna, si ça vous parle. Dagna, pardon. Voilà, donc je travaille en littérature comparée, mais comme vous pouvez le voir, avec aussi des aspects humanité numérique, donc en utilisant aussi l'informatique pour faire du traitement de texte, du traitement d'informations, pour pouvoir extraire des données aussi et apporter un nouveau regard en quelque sorte sur mes objets de recherche. Alors, pour présenter un peu le parcours avant de répondre à la question, moi j'ai d'abord fait un master de lettres classiques
Donc j'ai été enseignante en collège en latin et en grec, enfin en latin surtout et en français. Et le goût de la recherche m'est venu en cours de route parce qu'en fait, en présentant des choses à mes élèves, j'avais toujours envie d'en savoir plus, d'aller plus loin. Je passais énormément de temps à aller chercher un peu plus profondément ce qui s'était fait dans la critique, dans les sujets de cours de français. Et donc j'ai voulu prolonger un peu cette question-là. Et finalement, plutôt en très contemporain qu'en lettres classiques. Et donc, j'ai repris un master recherche à l'Université d'Orléans. J'ai candidaté pour avoir une bourse de thèse que je n'ai pas eue la première année. Et donc, j'ai refait un autre master en humanité numérique, à l'issue duquel j'ai eu cette fois la bourse de thèse. Donc ça, c'est pour vous dire, ne désespérez pas. Si vous n'y arrivez pas du premier coup, ça peut valoir le coup de se former et de réessayer une deuxième fois. La question qu'on m'a posée était les conditions de travail d'une thèse. Et alors là, c'est un peu, selon vous, comment est-ce que vous gérez la chose? Parce que ça rejoint un peu la question de la journée type. C'est très difficile de répondre à ça parce que les conditions de travail, c'est un peu celles que vous vous donnez. Et en même temps, vous ne pouvez pas vous donner n'importe lesquelles parce que sinon la thèse, elle n'avance pas. Donc, c'est réussir à être très rigoureux. C'est vraiment quelque chose de très important d'être rigoureux dans sa thèse, d'être rigoureux dans son travail. Ça ne veut pas dire que ça marche à tous les coups, hein. Je vous dis ça comme un conseil, ça ne veut pas dire que moi j'y arrive quotidiennement. Mais voilà, ça fait partie des choses qu'on essaye de mettre en place, d'avoir certaines routines, de faire en sorte de travailler régulièrement, aussi pour se motiver, parce que mine de rien, les résultats, ils aident aussi à se pousser et à essayer d'avancer plus loin. Et voilà, donc c'est finalement la question des conditions de travail, c'est surtout une question de rigueur personnelle que vous allez réussir à vous imposer, d'aller soit à la bibliothèque, soit d'arriver à travailler chez vous, d'aller dans vos laboratoires. Alors moi je parle pour la littérature, donc c'est vrai que le laboratoire en soi, c'est une pièce de travail. Il n'y a pas de paillasse, il n'y a pas de matériel particulier s'il y a des ordinateurs. Mais voilà, donc c'est finalement un peu la manière dont vous allez gérer votre temps aussi qui va faire vos conditions de travail. Et donc, un autre point qui est important à gérer là-dedans, c'est votre, comment je puis dire ça de manière non négative, vos conditions psychologiques par rapport à ça. Donc, ne pas réussir à calibrer entre votre vie personnelle et le travail de thèse, parce qu'on peut très bien, si on veut, rester travailler jusqu'à 6h du matin, ou se dire, tiens, je travaille la nuit, moi, et puis je dors la journée, ou travailler tout le temps. Donc, c'est vraiment un équilibre à trouver entre ce qui nous permet de tenir physiquement et mentalement, et ce qui permet de faire avancer la thèse. Voilà, merci beaucoup. Super, j'espère. Voilà, bonsoir, je suis Thierry Dudok-Levitz, je suis professeur à l'Université d'Orléans. Je travaille aussi dans un institut en Suisse, à mi-temps. Et accessoirement, je suis directeur de l'école doctorale de MSTU. Donc, je risque de voir certains d'entre vous pour la table ronde où on pourra entrer plus dans le détail. Et accessoirement aussi, quand j'ai le temps, je fais de la recherche. Là, vous avez un satellite de la NASA qui s'appelle Parker Solar Probe, qui a 5 semaines exactement à frôler le Soleil, comme jamais aucun objet ne l'a fait, dans un environnement où la température dépassait 30 000 degrés. Et derrière le satellite, voilà le satellite, derrière il y a un bras, et au bout de ce bras, il y a un petit instrument ici, qui a été fabriqué par notre laboratoire, la LPC2E à Orléans. Et voilà, je suis responsable de cet instrument, et une de mes activités consiste à exploiter les données. Et il y a des très belles données, c'est fascinant, c'est un très beau projet. Voilà. J'en dirai pas plus, sinon je vais prendre tout le temps. La question à 10 points à laquelle je voulais répondre, c'est qu'est-ce qui peut conduire à un abandon en cours de thèse? Les raisons sont multiples. Alors d'abord, la thèse, ou plutôt le doctorat, étant un titre universitaire, il est sanctionné par une sorte d'examen. Enfin, dans l'aboutissement final, c'est une soutenance orale et puis un manuscrit qui sera relu très attentivement par 2 personnes qui peuvent dire non. Le candidat n'est pas prêt ou n'est pas mûr pour avoir une thèse. C'est très rare, ça arrive, mais c'est très rare parce que si ce problème-là se pose, on l'aura déjà détecté bien en amont. Et donc les abandons se passent plutôt au cours des 3 années plutôt que tout à la fin. Et là encore, les raisons sont extrêmement multiples. Chaque année, il y a quelques pourcents d'abandons. Je dirais qu'il y a 3 raisons, en tout cas dans l'ED dont je suis responsable. Une partie des doctorants trouvent un emploi en cours de route, mieux rémunéré, plus intéressant, donc abandonnent, disant, bon, tant pis la thèse, je pars pour autre chose, je vais gagner beaucoup plus ou beaucoup moins. Il
il y a une autre partie qui abandonne parce que elle se rend compte que la thèse, au fur et à mesure que ça avance, c'est pas facile, c'est fastidieux, il faut de la persévérance et voilà, ils se sentent plus aptes à poursuivre. Il peut y avoir plein de raisons encore, hein, je ne veux pas généraliser. Et il y a une troisième raison que je vois qui malheureusement est de plus en plus fréquente, c'est les abandons tout au début de la thèse et c'est les doctorants qui ont été auditionnés et qui commencent leur thèse et qui croyaient un peu avoir à faire un long stage de master. Eh ben non, la thèse, c'est pas ça. Voilà. On n'est plus étudiant, on est dans une équipe de chercheurs. On commence l'apprentissage du métier de la recherche. Et parfois, il y en a qui n'aiment pas trop ça, qui auraient souhaité encore être dans un milieu plus scolaire et qui ont un peu de peine à s'adapter à ce nouveau train de vie. Voilà. Je schématise, je simplifie évidemment, mais voilà différents types de causes qui peuvent conduire à un abandon, sachant que chaque cas est particulier. Et encore une fois, on ne peut pas généraliser. Et comme l'a dit Hélène Benedetti tout à l'heure, les CSI, les comités de suivi sont là justement pour vous suivre, pour vous accompagner et discuter avec vous en cas de difficulté et trouver des solutions. Voilà, je m'arrête là.
Bonsoir, c'est moi qui vais terminer cette série de présentations. Rim a dit plein de choses que j'allais évoquer et je vais me permettre de reprendre un tout petit peu. Je vais d'abord me présenter. Donc, je suis Olivier Richard, je suis maître de conférence en physiologie animale et neurosciences, neurophysiologie dans cette université et je suis également chargé de mission orientation insertion professionnelle, c'est-à-dire que on m'a confié cette mission pour tout l'établissement de travailler autour de la question de l'orientation au cours des études, en arrivant, venant du lycée jusqu'à l'université, et puis au cours du cursus universitaire, de faire les bons choix, poursuivre en licence ou pas, poursuivre en but ou pas, basculer, prendre une passerelle, aller en master ou pas. Et puis donc, ce qui nous réunit ce soir, faire ce choix, pas si simple, en tout cas quand on est en master, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je suis capable, est-ce que je me sens apte à aller vers une thèse ou pas. Tout ça, c'est les domaines de l'orientation. Et puis, le deuxième aspect, et Rim en a dit déjà un certain nombre de choses, et les témoignages ont été intéressants, insertion professionnelle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait de ce diplôme-là? Qu'est-ce qu'on fait de son diplôme de master? Qu'est-ce qu'on fait de son diplôme de thèse? Est-ce que ça vaut le coup de faire une thèse? Est-ce qu'on peut ne pas tout simplement s'arrêter en master, faire une autre formation ou directement chercher du travail? Ça, c'est des vraies questions, évidemment, que vous vous posez toutes et tous. Ici, c'est normal et on essaie de vous y aider au travers d'une soirée comme celle-là, par exemple. Moi, sinon, j'essaie aussi de faire un peu de recherche parfois. Donc, ce qui m'intéresse, c'est les problématiques de fonctionnement cérébral et notamment de conséquences à des expositions, on appelle ça des xénobiotiques, ça peut être par exemple des pesticides sur le développement cérébral. Donc je fais ça à l'INEM sur le campus du CNRS et puis je mène aussi en parallèle, là aussi quand j'arrive à trouver un petit peu de temps, des aspects qui peuvent se rapprocher de la recherche autour de la médiation et de la communication scientifique au travers de l'utilisation des voix artistiques. Donc je travaille avec des comédiens, avec des danseurs, des musiciens, pour essayer de trouver des moyens de présenter la science au grand public. Geneviève Guettem tout à l'heure nous a parlé de ce côté-là de science pour la société, parce que finalement les gens se posent des fois leur question, qu'est-ce qu'on fait de leurs impôts? C'est une vraie question. Ils donnent des sous dans leurs impôts, mais est-ce que ça sert à quelque chose? On est là aussi en tant que scientifique pour expliquer ça au travers des dispositifs de vulgarisation. Et moi, j'essaie de réfléchir à peut-être des moyens un petit peu différents. Pour revenir, et je vais essayer de ne pas être trop long, tout va bien. Pour revenir sur l'insertion professionnelle avec la thèse, moi, pendant très longtemps, et je le suis toujours, j'étais correspondant de l'association Bernard Grégory, qui s'intéresse à ces questions-là depuis les années 1980, ça date, parce que il n'y avait pas tous ces dispositifs qu'on a maintenant, ce qu'on est en train de vivre ce soir. Il n'y a pas si longtemps que ça existe, qu'on essaie d'expliquer. Dans les écoles doctorales, on vous a présenté tout à l'heure le fait qu'il y allait avoir des formations, des enseignements sur des thèmes très diversifiés. Il n'y a pas si longtemps que ça existe parce qu'on s'est rendu compte progressivement que ces questions-là se posaient pour les doctorants. Que oui, rentrer faire une thèse, alors passionné, vous avez compris l'aspect passion, c'était important. Et une fois qu'on avait la thèse, on avait passé sa soutenance, super, on avait bu un coup avec ses amis, avec le jury de thèse. Ouais, et on fait quoi après? Et parfois, la question se posait à ce moment-là, au moment de la soutenance. Ça, c'est plus possible. Ça, c'est plus possible. Les écoles doctorales vont vous accompagner tout au long de votre cursus pour justement faire en sorte que cette question se pose pendant votre préparation de thèse. Et que quand vous arriviez à la soutenance, il y ait déjà peut-être plusieurs pistes, voire peut-être déjà des éléments établis et vous savez exactement ce que vous allez faire le lendemain. Donc ça, c'est vraiment excessivement important. Et je voudrais terminer. Vous avez ressenti, je pense, et j'espère que les tables rondes vont vous conforter là-dedans, vous avez ressenti la passion, l'enthousiasme, la joie que nos jeunes docteurs ou doctorants sont en train de vivre. Ça, c'est incomparable. L'expérience que vous allez vivre en thèse, moi je suis de naturel très optimiste, mais je pense qu'il faut l'être. L'expérience que vous allez vivre en thèse,
c'est unique. Tout à l'heure, avec Gaël Rideau, il me disait, on leur dit que c'est juste à ce moment-là, je me permets de prendre ta phrase, on leur dit que c'est juste à ce moment-là où ils vont faire vraiment de la recherche. Ouais, on va vous le dire. Alors, on en fait aussi un peu après, tous les collègues qui ont dit qu'ils arrivaient à faire de la thèse et de la recherche, évidemment, on en fait après. Mais le moment où vous allez vous éclater en thèse, en recherche, c'est pendant ce moment-là. Vous allez vivre recherche, vous allez dormir recherche, vous allez rêver recherche, vous allez penser recherche. Ça va être votre vie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ça va être extraordinaire, même s'il y aura des moments, et j'en reparlerai peut-être tout à l'heure à la table ronde, il y a des moments, ça va être la dépression la plus totale, et puis 3 jours après, ça va être l'enthousiasme débordant absolument incroyable. Ça, c'est la recherche. Et c'est incomparable. Il y a quand est-ce que vous allez vivre ces moments-là? Donc moi, si franchement vous vous dites « Ouais, j'ai envie d'y aller », allez-y, foncez, n'hésitez pas. Merci. Merci. Alors, je vous enverrai à tous le PDF. Comme ça, si vous avez besoin de recontacter un des intervenants, vous pourrez le faire. Ceux qui n'ont pas émargé, je vous invite à le faire avant. Vous avez sur le déroulé, il y a les petits papiers où je vous les ai envoyés aussi, les tables rondes. Il y a un fléchage. Et puis, pour vous aider éventuellement, voilà, il y a ce petit schéma. Donc, pour aller vers les tables rondes, vous sortez, et c'est le bâtiment qui est par là, vous montez, et c'est au 2e niveau. Et quand la table ronde est finie, vous continuez à traverser le bâtiment, vous descendez vers le hall et les LSH pour partager le cocktail. Vous verrez, c'est un moment très sympathique. À tout à l'heure.